La base des Marines à Khe Sanh, ancienne, isolée, désolée, coupée de la réalité. Eh bien, c'était l'enfer, je veux dire. On avait l'impression d'être tellement au cœur du pays qu'il n'y avait aucune issue. Assiégés par les Nord-Vietnamiens pendant 77 jours, les bombes et les roquettes s'abattaient sur les hommes en contrebas. C'était des roquettes parce qu'on pouvait les entendre siffler, mais ouais. Soudain, il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. Aucun endroit n'était sûr. Je veux dire, la mort se mesurait en centimètres et en instants. Mais dans les bunkers et tranchées, il y avait endurance et héroïsme. Je ne me souviens pas de grandes pensées. Nous étions là pour défendre le mode de vie américain, la tarte aux pommes et la maternité, mais en fait, on se battait surtout les uns pour les autres. Je suis Jack Smith et voici des récits de la guerre du Vietnam racontés par ceux qui l'ont vécu. J'étais l'un d'entre eux. Il existe un ancien axiome militaire qui dit qu'il faut mener ses batailles uniquement en fonction d'une géographie favorable. Les deux camps cherchent toujours à affronter l'ennemi sur des terrains de leur choix. Le siège de Cô Son début 1968 montre que cela n'arrive pas toujours. Les troupes américaines sont restées bloquées 77 jours dans une base enclavée. C'est l'histoire dramatique d'une routine quotidienne ponctuée de terreur sous un feu constant, de courage hors du commun et d'un héroïsme silencieux. La base de combat de Khe Sanh se trouvait à 14 miles, au sud de la zone démilitarisée qui divise le nord et le sud du Vietnam, et à 6 miles à l'est de la frontière laotienne, sur une roche volcanique recouverte de terre rouge. Le camp était près de la route 9, une route à voie unique et défoncée qui allait d'est en ouest jusqu'au Laos. Les hautes collines et montagnes entourant la base allaient en devenir un excellent abri pour les troupes nord-vietnamiennes qui descendaient chantant la piste Ho Chi Minh à travers le Laos pour entrer au Sud-Vietnam. Dans les années 60, des conseillers des Marines utilisaient cette base quasi vide comme point de rassemblement pour des missions de reconnaissance en montagne, où ils rencontraient parfois l'ennemi. Début 1967, l'implication américaine au Vietnam comptait plus de 400 000 soldats. Les combats s'intensifiaient, causant la mort de plus de 100 jeunes Américains chaque semaine. Cô Son était resté relativement calme jusqu'en avril 1967. Sur les collines près de la base, les Marines ont affronté une force vietnamienne coriace et l'ont vaincue après 12 jours de combats intenses. Les pertes américaines furent lourdes. 160 morts, 746 blessés. Ces batailles ont convaincu le général William Westmoreland que des milliers de Nord-Vietnamiens entraient au Sud-Vietnam depuis le Laos. Il a décidé de les stopper sur place. Le général Westmoreland a choisi Khe Sanh comme point d'ancrage à l'ouest d'une ligne traversant le nord pour freiner l'arrivée de troupes et de ravitaillements nord-vietnamiens au Sud-Vietnam, notamment depuis le Laos. Il a ordonné aux Marines de renforcer la base isolée et de consolider les défenses sur les collines. Nous sommes en mai 1967. De nouveaux Marines arrivent quotidiennement. Le lieutenant John Caini et son peloton débarquent à Khe Sanh et constatent les conséquences des combats d'avril. C'était une expérience étrange et terrifiante. En descendant ce chemin vers les montagnes, on voyait tous les blessés légers de la colline. Il y avait probablement 500 à 600 Marines alignés, tous bandés d'une manière ou d'une autre, couverts de sang et de boue. J'ai dû faire descendre mon peloton de l'avion et les faire marcher jusqu'à un point de rassemblement. Et presque personne ne disait un mot. C'était vraiment terrifiant. Les Marines patrouillant dans la jungle découvrent des restes de troupes nord-vietnamiennes. Mais la beauté des collines ne dissimule pas ce qui gît sous leurs pieds.
c'était un endroit magnifique, vraiment beau de loin. Mais toutes les collines, quand nous partions en patrouille chaque jour, nous continuions simplement à trouver de plus en plus de corps de soldats nord-vietnamiens morts. L'odeur était bien sûr infernale. Dans le cadre de ses fonctions, même l'aumônier de la marinerie Stubbe apprend ce que c'est que de partir en patrouille en dehors de la base. Le simple fait de partir en patrouille signifie monter et descendre des collines très escarpées. Être coupé par l'herbe à éléphant et avoir des ampoules qui ne guérissent jamais vraiment, des os cassés, trébucher sur des choses, être complètement épuisé, l'humidité et la chaleur et les vallées qui sont si intenses. Les Nord-Vietnamiens semblent se préparer à une grande bataille, même s'ils sont en mouvement. Il n'est pas clair exactement ce qu'ils font. Nous pouvions les voir pendant l'été assis au Laos à construire leurs fortifications, à conduire leurs camions et tout ça, mais ils traversaient rarement la frontière. Les patrouilles ultramarines de reconnaissance des Marines continuent de chercher l'ennemi. Chaque homme porte jusqu'à 36 kilos, y compris les armes et ensuite les munitions et l'eau. Le radio Kevin McCauley transporte plus de 45 kilos sur son dos. Dans la brousse, on était complètement exposés aux éléments. Nous ne portions pas de poncho parce que quand la pluie tombait, les ponchos faisaient trop de bruit. Alors on restait simplement là. S'il pleuvait, on était mouillés. Il faisait chaud. On cuisait malgré le froid et on grelottait. Dans les hauts plateaux vietnamiens, il y a des surprises à chaque coin de rue. En patrouille, alors qu'on attendait les hélicoptères, un tigre du Bengale de 2,60 mètres est apparu à 1 ou 2 mètres devant nous. Un des gars a pris une photo. J'avais mon fusil prêt à tirer si la bête attaquait, visant partout dans le ciel. J'étais très nerveux à cause d'elle. Les patrouilles persistent, l'ennemi demeure introuvable. Puis, après le chaud d'été, la saison de la mousson arrive en force. Il n'a jamais fait plus froid qu'à Quezon, parce que la peau devient ridée et gercée, et c'est comme si on était immergé dans l'eau en permanence. En novembre 1967, toujours convaincu que Quezon sera un champ de bataille majeur, le général Westmoreland renforce la base. Il ordonne aux Seabees de reconstruire les pistes, permettant aux C-130 d'acheminer des ravitaillements. Des milliers d'autres Marines arrivent bientôt. Fogg finit par fermer la base aux avions de transport. Puis à la fin de 1967, les ravitaillements ne peuvent plus arriver par la route 9, désormais impraticable à cause des fortes pluies. Pire encore, les fortifications de la base s'effondrent sous l'assaut du mauvais temps. Donc, à ce moment-là, il s'agissait de bunkers effondrés, de la misère, de ne jamais être au sec du courrier qui n'arrivait pas. Nous étions très isolés et ignorions ce qui se passait. C'était une période d'incertitude. C'était une période misérable. Les collines autour de la base sont maintenant défendues par des Marines fortifiés. Ils sont la première ligne de défense contre une attaque communiste à Quezon. 881 Sud est à plus de 10 km de Quezon et, à son sommet, il dépasse légèrement la taille d'un terrain de football. Là aussi, à part quelques contacts sporadiques avec l'ennemi, la vie est sans histoire pour les 400 marines de la compagnie India, 3e bataillon, 26e régiment de Marinaise. Des hommes armés jusqu'aux dents, prêts pour l'attaque, le capitaine Bill Dabney est leur officier commandant. Parmi les armes lourdes, nous avions des mortiers de 81 mm, des fusils anti-chars de 106 mm, des canons sans recul et des obusiers de 305 mm. C'était relativement facile. Il n'y avait pratiquement aucune activité ennemie et les troupes appelaient le terrain de golf Jolly Green Giants. C'est magnifique. Mais sous le couvert dense des forêts de montagne, les Nord-Vietnamiens s'enterrent autour de Quezon. Les patrouilles de reconnaissance des Marines partent à la recherche de l'ennemi. Le caporal Ernie Husted et son peloton découvrent des preuves concrètes que les Nord-Vietnamiens sont partout. J'ai remarqué qu'ils avançaient comme s'ils étaient... Ils préparaient des positions, des complexes de bunkers qui pouvaient contenir une centaine de personnes et des réseaux routiers commençaient à apparaître. Les services américains détectent 2 divisions d'élite nord-vietnamiennes infiltrées
près de Quezon. Le 21 janvier, Dabney et ses hommes constatent l'approche quotidienne des 20 000 ennemis estimés. Ils affrontent alors violemment un bataillon nord-vietnamien retranché dans un ravin sous la colline 881 Sud. Et des Marines nettement moins nombreux et équipés. Au bout d'un moment, tu es accablé par tes pertes et tu dois les évacuer. La mission étant de tenir la colline sud, la 881 Sud, on nous a renvoyés sur la colline. Sur la colline 881 Sud, les soldats de Dabney subissent de fréquentes frappes d'artillerie lourde nord-vietnamienne, souvent tirées depuis le Laos à plus de 10 ou 1 km. Journée difficile, beaucoup de pertes, dont un hélicoptère. On manquait de bouffe, d'eau et de tout ce genre de choses. Mais ils ne sont pas complètement isolés sur la colline 881 Sud. Quand ils le peuvent, les hommes écoutent le journal du soir sur la radio des forces armées et ce qu'ils entendent m'apparaît presque surréaliste. Et à la fin, ils ont annoncé quelques nouvelles locales, dont la principale était l'annulation d'un tournoi de tennis à Saïgon. Et on s'est regardé et on s'est dit, tu sais, on n'est pas dans le même monde. Ni les hommes sur la base elle-même ne sont dans le même monde, où l'atmosphère devient de plus en plus tendue. Le sergent Glenn Prentice, observateur avancé et opérateur radio, est conscient de cette nouvelle ambiance. On savait qu'il se passait quelque chose. On avait beaucoup de frappes aériennes, des tirs d'artillerie vraiment proches de la base. Donc, on portait nos casques et nos gilets pare-balles tout le temps et on était en alerte au maximum du temps possible chaque jour. Le caporal David Steinberg se rappelle ses ordres du 20 janvier 1968. On nous a dit de brûler toutes nos lettres, alors on a compris que ce serait sérieux. On est allé se coucher après les avoir brûlées et ça ressemblait à une vraie guerre, peut-être imminente. La vraie guerre arrive enfin à Quezon. Je marchais vers le mess. Tôt le matin du 21 janvier, j'ai remarqué des traînées de lumière qui arrivaient. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce qu'elles commencent à frapper la route. Qu'est-ce qui a touché la route? Qu'est-ce qui a frappé? Un missile? Une série de tirs détruit le dépôt de munitions. Je me souviens y avoir fui le dépôt de munitions et avoir été jeté au sol par l'explosion. Nous ne pouvions pas dire si c'était des tirs ennemis ou nos propres munitions qui explosaient. Il y avait des grenades lacrymogènes CF qui éclataient, de grandes quantités d'obus d'artillerie, des explosifs plastiques, et donc nous étions touchés par nos propres munitions qui explosaient et produisaient des éclats, en plus de tout ce qu'ils nous tiraient dessus. Donc ce premier matin, nous étions dans les tranchées et le sol bougeait. C'était tout simplement incroyable. Le ciel a commencé à s'assombrir à cause de ça, en train de brûler. Les sergents-majors voulaient que quelqu'un aille vérifier le jeune marine dehors après qu'un obus soit tombé. C'était assez proche. Je me suis levé, j'ai mis ma main sur la porte pour l'ouvrir et le dépôt de munitions a explosé. L'explosion a fait que toute la porte s'est effondrée et m'a projeté contre le mur. Bien que certains de ces hommes soient non blessés, la porte protège le lieutenant Kahaney de blessures graves. Le caporal Craig Lofton se trouve dans son bunker quand les obus commencent à tomber. Même dans les bunkers, la déflagration traversait le corps et coupait presque le souffle, tant l'explosion était puissante. Lofton, chef d'équipage à Quezon, doit rejoindre son hélico et le faire décoller pour qu'il serve. Ces hommes ont agi vite pendant l'accalmie d'un bombardement qui a duré toute la journée. Leur équipe s'est rassemblée et a traversé la base de combat en courant à toute vitesse, ce qui était probablement l'équivalent de 3 terrains de football de large, en courant d'un trou à l'autre pour essayer d'éviter les tirs ennemis. Ils trouvent un hélicoptère déjà détruit par les bombardements, mais ils parviennent à en faire décoller 3 autres.
les hélicoptères sur Subway survolent les collines, également assiégées, autour de Quezon, et voit souvent les résultats de la lourde contre-attaque des Marines contre leur ennemi mortel. Je me souviens avoir vu des corps dans les barbelés, de nombreux morts de l'armée nationale du Vietnam et des Marines. Les impacts de l'armée nationale du Vietnam, l'artillerie et les roquettes étaient si intenses à cet endroit que le sommet de la colline était complètement obscurci par la poussière et les débris dans l'air. Des traces partout. Nous avons tourné en rond pendant ce qui a semblé être une éternité jusqu'à ce que finalement cela se calme. Puis nous sommes allés les chercher et les 3 hélicoptères sont arrivés l'un après l'autre, ont récupéré les blessés, tous les morts qu'ils pouvaient embarquer et sont repartis de là. Mais ce n'est que le début pour Lofton et l'escadron d'hélicoptères. Ils sont revenus encore et encore, évacuant les morts et les blessés, apportant les fournitures nécessaires. Et nous sommes passés de ce que nous considérions comme chez nous, et en réalité chez soi, c'est là où l'on se trouve, à tout voir changer. Et c'était un choc, un choc léger et un peu d'appréhension, comme « Et maintenant, tu sais, qu'est-ce qui va se passer ?» En une seule journée, l'impact des lourds bombardements détruit la plupart des bâtiments et des tentes. Rien au-dessus du sol n'est de sûr. Le premier jour de pilonnage, 18 marines meurent, 40 sont blessés. Pour les marines à Quezon, la guerre change soudainement. En patrouille, ils découvrent qu'ils sont assiégés, ce qui devient une épreuve d'endurance physique et spirituelle pour eux et leurs ennemis nord-vietnamiens cachés dans les montagnes. Fin janvier 1968, les premiers bombardements de Quezon sont violents et meurtriers. Bombardement, riposte des marines. Alors qu'ils ripostent, ils ne savent pas encore que c'est le début d'un long siège, que leurs vies seront changées à jamais. C'était très intense. En fait, nous recevions beaucoup de tirs ennemis. Certains jours, il y avait 13 cents obus qui tombaient sur la zone. 12 cents obus, 1000 obus touchaient différentes parties de la base. Pour survivre, les hommes doivent creuser des tranchées et des bunkers profonds dans la vieille terre volcanique rouge. Chaque marine a encore une tâche à remplir. Tom Campbell, 18 ans, répare les lignes radio détruites lors du bombardement. La terre rouge, tout le monde avait le visage rouge. Je ne pense pas avoir pris de douche ni eu aucun moyen de me laver. Tout le monde était rouge, leurs vêtements étaient rouges, les camions aussi, tout, à cause de la poussière elle-même qui était rouge. Je ne pouvais pas enlever mes gants en cuir à cause de toutes les ampoules et du sang, alors on versait de l'eau dans les gants pour pouvoir les retirer, puis on mettait de la gaz dessus et on remettait tout de suite les gants pour continuer à creuser, parce que tout ce qui était au-dessus du sol allait être dangereux. Ces bunkers sont leur maison. Certains mesurent moins de 2 mètres de large et 9 mètres de long, à peine assez haut pour qu'un homme tienne debout. Le médecin Mike Hill s'en souvient. Les bunkers à Quezon étaient immondes. Et on avait tellement de problèmes de rats que peu importe le type de bunker que tu avais des rats qui entraient dans le bunker et tout ça. Et bien sûr, tu n'avais pas d'électricité, tu sais, si tu avais de la chance, tu avais des bougies. Allumées la nuit, et donc, tu sais, c'était un endroit plutôt lugubre. Il y avait 18 à 20 gars dans cet espace. Tu te retrouvais couché à côté, au-dessus, en dessous. Des gars de ton peloton ou de ton escouade, ou de tous ceux que tu pouvais faire tenir dans le bunker. Et c'est là qu'on vivait. Ce n'était vraiment pas, tu sais, une situation agréable, mais c'était la seule qu'on avait. Seuls, anxieux et effrayés, on s'habitue rapidement au bombardement, à la désolation et à la mort, qui deviennent un mode de vie. Partout où tu allais, tes oreilles étaient à l'affût de ce bruit de fond, un petit boum boum boum, et tout à coup, l'artillerie arrivait en hurlant. On est devenu tellement bon qu'on pouvait presque deviner où ça allait tomber et partir dans l'autre sens. Nous avons été touchés par un obus d'artillerie et quand l'explosion a retenti, on criait les uns aux autres « Tu vas bien ?»
et personne ne pouvait répondre parce qu'on avait du sang qui sortait du nez, on n'arrivait pas à se concentrer et du sang qui sortait des oreilles. On se secouait en demandant « Tu vas bien ?» mais on n'entendait rien. Le 24 janvier, quelques jours après le début du siège, un autre bunker est frappé de plein fouet. 4 morts, 18 blessés. Nous avons détruit le bunker. Quand on a enlevé le toit, j'ai trouvé un gars qui avait été soulevé par l'explosion et projeté contre le plafond du bunker, qui était en fait un treillis métallique de piste d'atterrissage. Et je n'ai jamais vu quelqu'un saigner autant que ce pauvre gars. Il a survécu, bien que gravement blessé, contrairement aux 4 autres qui ont été tués horriblement. Allez. Les blessés augmentent chaque jour que sont. Le médecin Dave Johnson s'occupe d'eux à Charlie Met, l'hôpital de la base et le poste de secours. Je faisais une sorte de chirurgie, je les recousais, les mettais sur une civière et les traînais sur la rampe pour les jeter dans la zone avec les sacs de sable. C'était un endroit désertique. Là, il n'y avait aucun endroit où se cacher. C'était juste une simple tôle métallique là-bas. Tu n'avais aucun trou où te cacher, tu étais juste à la merci de tout ce qu'ils te lançaient. Et si tu avais de la chance, tu sortais là-bas, tu les mettais dans un hélico, tu les faisais sortir de là. J'ai eu de la chance, mais je n'ai jamais été touché. Rester en vie devient le seul objectif. La maladie et la terreur se répandent dans la base isolée. Certains pensent à une guerre qu'ils n'ont jamais connue. C'était à bien des égards comme les tranchées de la Première Guerre mondiale, tu sais, le brouillard, les barbelés, les mêmes conditions de vie, la dysenterie, ce genre de choses. Le brouillard allait se lever le matin, il faisait frais. C'était mystérieux. C'était paradoxalement un sentiment de soulagement et de peur en même temps. Lorsque le brouillard tombe, les artilleurs du Nord-Vietnam peinent à viser la base. Les hommes savent qu'ils auront un répit face au bombardement. Même si ce n'est que temporaire, ils essaient d'en profiter au maximum. Ils réparent leur bunker et récupèrent même certains leur courrier. Mais leur bref répit n'est justement que cela, bref. Le général William Westmoreland pense que Hanoï veut faire de Khe Sanh un nouveau Dien Bien Phu, la bataille de 1954 où les Nord-Vietnamiens ont vaincu les Français. À Dien Bien Phu, le Viet Minh tenait les hauteurs et avait fermé la piste d'atterrissage. À Khe Sanh, les Marines contrôlent les collines environnantes et tiennent la base aérienne malgré les bombardements constants. Certain que les communistes vont frapper en force, le général Westmoreland envoie plus de troupes à Khe Sanh. Bientôt, plus de 6000 hommes occupant la petite base. Puis l'artillerie nord-vietnamienne, au Laos, à 6 miles de la base, commence à pilonner Khe Sanh chaque jour. Ils ont de l'artillerie, des roquettes, des mortiers. On sait qu'ils possèdent roquettes et mortiers, mais on ne voit rien. C'est difficile. On aimerait voir quelque chose parfois. On en entend parler, mais on n'y croit que lorsqu'on le voit. Les Américains répondent aux Nord-Vietnamiens avec leurs propres canons de 175 mm à longue portée, tirés par l'artillerie de l'armée depuis Rockpile et le Camp Carroll, dans la province de Quang, au sud de la zone démilitarisée. Mais le bombardement a peu d'effet. Les positions ennemies sont trop éloignées. L'United States Air Force, les Marines qui décollent de Da Nang, et la marine qui opère depuis des porte-avions en mer de Chine méridionale répliquent avec 300 vols par jour. Ils larguent des bombes, des roquettes et du napalm brûlant sur les Nord-Vietnamiens cachés dans les montagnes. Sur la base, cependant, la seule constante était le pilonnage quotidien. C'est totalement inconnu pour un jeune de 19 ans. Je veux dire, on était chez nous,
On était membre du club 4H, enfant de chœur ou capitaine de l'équipe de football, puis soudain plongé dans une guerre. Je suppose que c'était notre baptême du feu, pour ainsi dire. Maintenant, les communistes vont vivre un baptême du feu comme ils n'en ont jamais imaginé. L'armée de l'air américaine envoie ses B-52 bombarder les soldats nord-vietnamiens dans les montagnes. En quelques jours, ces puissants avions à haute altitude deviennent l'arme la plus efficace de l'Amérique. C'est la force communiste qui encercle Khe Sanh. Fin janvier 1968, Khe Sanh est assiégé depuis 10 jours. Au Vietnam, les deux camps annoncent un cessez-le-feu pour le Tet, nouvel an lunaire. Mais le 31 janvier, les Alliés découvrent que Hanoï a autre chose en tête. Le Nord-Vietnam lance une offensive majeure contre des centaines de villes, cités et bases alliées à travers le pays. Au cours des 3 premiers jours de ce qui deviendra connu sous le nom d'offensive du Tet, un seul obus tombe sur Khe Sanh. Obsédé par la base, le président Johnson possède une maquette de Khe Sanh dans la salle de crise de la Maison-Blanche qu'il inspecte chaque jour. Malgré les nouvelles tactiques nord-vietnamiennes, Westmoreland ne change pas sa stratégie pour Khe Sanh. Il pense encore que sa garnison du Nord est la cible principale du plan de Hanoï. Alors Westmoreland ordonne l'opération Niagara, le nom de code de l'armée de l'air pour les lourdes frappes de B-52 contre les Nord-Vietnamiens. Depuis Guam, à 8800 km de là, il faut 12 heures pour arriver à Khe Sanh. Ensuite, en utilisant une technique appelée Arc Light, ces énormes avions, volant à 10 000 mètres d'altitude, larguent leur énorme cargaison avec une force qui se déploie comme un tapis explosif. Chaque jour, par groupe de 6, les B-52 larguaient 30 000 kg de bombes sur leurs ennemis. Lorsqu'ils frappent, la destruction est énorme, produisant un effet dévastateur sur les milliers de soldats nord-vietnamiens qui assiègent Khe Sanh. Les bombes d'une seule formation de 6 avions peuvent détruire une zone d'1 demi-mile de large et de près de 2 miles de long. Même dans les bunkers de Khe Sanh, les hommes ressentent la puissance des B-52. Tu serais assis là et le sol se mettrait à trembler. C'est vraiment puissant. Et sous terre, avec cet effet, tout le sol bouge, tout tombe, poussière et terre se déplacent. On a cette petite blague sur la façon de faire du café à Khe Sanh. Tu t'assois dans ton bunker et on savait quand les frappes aériennes allaient arriver, alors tu t'assois dans ton bunker, tu sors ton café, tu le mets à côté de ta tasse, tu mets ton sucre et ton substitut de crème à côté et puis tu attends que l'armée de l'air arrive pour tout mélanger à ta place. Fin février, 40 jours après le début du siège, les B-52 bombardent jour et nuit depuis haute altitude, implacables. Féroces, séduisants, ces énormes avions surprennent les communistes et servent d'armes de proximité, bombardant parfois l'ennemi à moins de 500 mètres de la base. Le commandant Miles Roehrlich, pilote de C-130, assiste en première ligne. J'ai entendu ce que je croyais être un train qui traversait le bunker. J'ai regardé par la porte du bunker et c'était la chose la plus dévastatrice que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai vu ce qui ressemblait à des arbres, de la terre, des branches, des gens et tout ce qu'on peut imaginer voler dans les airs. Et quand le raid a été terminé, c'était très calme. Les frappes des B-52 ont tué des milliers de Nord-Vietnamiens. L'ombre de Khe Sanh plane toujours sans relâche, donc garder le moral est un défi pour former de bons Marines. La plupart du temps, je sautais d'un bunker à l'autre, d'une tranchée à l'autre. Je faisais mes offices religieux, mais ils ne duraient que 3 minutes. Je donnais la communion, je faisais un sermon d'1 ou 2 phrases. Cette fois-là, je crois que le texte portait sur Jésus, apaisant les eaux. Sur les collines près de la base, les tirs ennemis restent meurtriers, surtout sur la 880 nord-est. Trop de blessés sortent sur des brancards, trop de morts partent dans des sacs mortuaires pour maintenir le moral. Le capitaine Bill Dabney prend une décision audacieuse au milieu des bombardements constants. Donc chaque jour à 8 heures, précisément à 8 heures. Et il nous visait.
Nous hissions le drapeau. Et puis, nous avions des trous profonds, juste à côté du mât du drapeau. Et cela prenait environ 25 secondes, parce que nous savions que le temps de vol du projectile était d'environ 25 secondes. C'était une façon de faire un doigt d'honneur aux Nord-Vietnamiens. Ce n'était pas un geste de défi, et nous n'avions vraiment rien d'autre pour le défier. Et voici le drapeau américain là-haut, et tout le monde était simplement ravi. Le tireur d'élite de la colline sur 881 n'était pas aussi ravi et voyait là une cible. Le tireur d'élite tire, des obus tombent. Au clairon, les hommes courent à se mettre à l'abri. C'était donc une cérémonie de levée de drapeau minutieusement chronométrée, et tout le monde a sauté dans le trou là où les obus sont tombés et a continué leur heure. Travail difficile qui consiste à traverser chaque journée du mieux qu'ils peuvent avec des ressources limitées. L'eau est toujours rare sur la base et surtout sur les collines. Nous passons souvent 3 ou 4 jours sans eau sur la base. C'est encore plus long sur les collines, parfois 7 ou 8 jours. Mais les gens partageaient les dernières gouttes d'eau qu'ils avaient entre eux. Au fur et à mesure que cela continuait, il ne nous restait qu'un quart de gourde. Alors la nuit, nous étendions du plastique pour recueillir et lécher la rosée. L'eau était précieuse. Le mauvais temps et les tirs d'artillerie ennemis compliquent et rendent dangereux l'approvisionnement de Khe Sanh. Les C-130 et C-123 atterrissent rarement à cause du brouillard et de la piste abîmée. Certains ravitaillements sont désormais parachutés. La zone de largage est hors des lignes renforcées et très petite, à peine plus de 200 yards sur 200. La zone des largages devait être sécurisée. Cela signifiait que c'était une cible et dès qu'il la sécurisait, elle devenait une cible. Donc, on faisait un largage et ensuite, l'ennemi envoyait, vous savez, des tonnes d'artillerie sur notre zone de largage jusqu'à ce que tout se calme. Ensuite, les Marines pouvaient entrer et récupérer le matériel. Le corps d'intendance de l'armée charge les avions cargo à la base aérienne de Da Nang, à plus de 100 miles de Khe Sanh. Pour sécuriser l'acheminement des fournitures lancées sur la base, l'armée de l'air met au point une technique délicate. Elle livre en atterrissant à peine, roulant et restant en mouvement, poussant d'énormes palettes chargées de munitions, fuel et nourriture. Mais le danger d'être touché par les tirs ennemis persistait. Je suppose que tout ce que vous pouvez imaginer a été tiré sur l'appareil. Je veux dire, il y avait des armes légères, il y avait une arme semblable à notre calibre 50 que les Nord-Vietnamiens plaçaient au bout de la piste pour tirer sur les appareils en approche finale. Miraculeusement, les bombardements ne détruisent qu'un seul C-130. Cet avion brûle au point d'être irréparable et reste ensuite sur la base comme rappel du danger constant. La majorité des dégâts que nous avons subis provenaient du calibre 51 et en dessous. C'était en l'air. La plupart des dégâts au sol à l'atterrissage venaient du calibre 1, de l'artillerie de 33 mm, des roquettes. Des mortiers, à peu près tout nous a touchés. Malgré les attaques, les avions cargo poursuivent leur largage de ravitaillement. Parfois de level et parachutes de poing dérivent trop loin pour être récupérés, alors les Marines doivent coûte les détruire pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. Les munitions et le carburant sont prioritaires, mais la nourriture, ces rations de campagne en 12 variétés dans de petites boîtes vert olive, restent toujours dans tous les esprits. Un jour, tu recevais la viande, le lendemain, tu avais le dessert et le troisième jour, tu pouvais avoir les biscuits et le fromage. Les choses que tu cherchais toujours, c'était une boîte de pêche et tu la gardais de côté jusqu'à ce que tu puisses avoir une boîte de gâteau 4 quarts. Ce sont juste des petites boîtes. Elles ressemblent à des boîtes de thon. Le plus intéressant, c'est que cette combinaison équivalait à gagner à la loterie. Pour se défendre, les Marines sur le périmètre utilisent tous leurs moyens contre un ennemi qu'ils savent hors des barbelés.
Pour aider les Marines, l'armée dispose de 4 positions d'artillerie le long du périmètre nord de Khesan. À chaque extrémité, il y a 2 châssis de chars appelés Duster, équipés de canons jumelés de 40 mm. Pour tenir l'ennemi à distance, une batterie de mitrailleuses quadruples de calibre 50 tire à un rythme de 250 coups par minute. Le lieutenant Bruce Geiger commande le peloton. Le soir, nous faisions souvent des tirs d'interdiction sur des positions suspectées. Pendant la journée, si nous repérions un tireur d'élite ou toute activité, nous appelions parfois des renforts ou, à d'autres moments, nous tirions librement sur ces cibles. Parfois, ces artilleurs tirent d'amant sur la lueur rouge des cigarettes nord-vietnamiennes qui brûlent au loin. Parfois, des fusées éclairantes illuminent la nuit pour les aider à trouver leur cible. Tu pouvais manquer le premier tir, mais jamais le second. Leur portée atteignait près de 4000 mètres, donc c'était une arme importante. Souvent, vous saviez avoir atteint la cible car elle était là. Chaque jour, des frappes aériennes tactiques menées par les chasseurs-bombardiers des Marines, de l'armée de l'air et de la marine détruisent les fortifications ennemies dans les montagnes. Ils continuent de tuer de nombreux Nord-Vietnamiens et de détruire leurs bunkers. Malgré tout, les bombardements et le danger de mort persistent dans les tranchées. Nous avons entendu une explosion et il y avait ce que nous pensions être des éclats d'obus qui volaient dans l'air et autour. Il s'est approché suffisamment près et a effondré l'un de ceux-ci sur plusieurs marines. Et 1 ou 2 sont morts et un s'en est sorti, mais il a dû être évacué médicalement parce que mentalement il n'était plus là. Il y en avait tellement que tu pouvais accepter la mort. Je pouvais plus facilement l'accepter en la voyant que simplement en voyant quelqu'un ne plus être là. La nuit et dans le brouillard, les troupes nord-vietnamiennes creusent obstinément des tranchées et essaient de creuser des tunnels sous les barbelés autour de la base. Quand le temps s'éclaircit et le brouillard se lève, les avions de reconnaissance appellent des frappes aériennes tactiques pour freiner l'avance des communistes. Et ils ont littéralement largué du napalm sur les barbelés. Et moi, depuis mon point d'observation, là où j'étais, c'était peut-être à une centaine de mètres, la chaleur était si intense qu'elle t'arrachait littéralement les sourcils, elle volait tout l'air, l'oxygène était complètement brûlé sur des centaines de mètres, mais la chaleur dégagée, c'était incroyable. C'était comme être en transe. C'était comme être en transe, comme si on était en l'air. C'était assez intense, rien ne survivrait au napalm. Ni la fureur du napalm, ni les lourdes attaques aériennes américaines, ni les tirs d'artillerie ne peuvent rendre déloger ces troupes nord-vietnamiennes de leurs bastions montagneux. 50 jours après le début du siège, 6000 soldats américains restent cloués sur place, vivant dans des bunkers, survivant au jour le jour, sans jamais savoir à quoi s'attendre lorsque le soleil se couche. Le siège se poursuit. Chaque jour est désormais identique pour les troupes américaines encerclées. 50 jours passant à 60. Nous sommes presque à la fin du mois de mars, mais aucun secours n'est en vue. L'ennemi reste dans les montagnes. Les chasseurs bombardiers américains poursuivent leur attaque. L'artillerie américaine pilonne les montagnes autour de la base. Pour ces jeunes Marines, les jours et les nuits dangereux à Khesan ne prennent jamais fin. Entraînés à attaquer, ils n'apprécient pas leur rôle de cible facile. Donc tu ne savais pas quand les tirs ennemis allaient arriver. Constamment, on ne savait pas si on était en danger ou non. Des personnes ont été tuées en allant aux toilettes. Des personnes ont été tuées en réparant les sacs de sable ou en allant simplement chercher de l'eau. Nous avions l'impression d'être invincibles. Nous n'aimions pas l'idée d'être retenus à la base. On restait là et on se disait « Allez, venez, attaquez-nous, attaquez-nous. On en emmènera autant que possible avec nous avant de partir. » Mais les troupes nord-vietnamiennes n'arrivent pas et n'entament pas la grande offensive attendue par Westmoreland. Pour découvrir ce que préparent les Nord-Vietnamiens, des unités de reconnaissance des Marines partent en patrouille dangereuse à l'extérieur de la base. Il y a des échanges de tirs intenses. Des hommes meurent. Les pertes sont souvent lourdes.
Le médecin de la marine Ralph Danilo est en patrouille lorsque les Marines essuient des tirs en descendance. Nous courons en haut de la colline et des obus de mortier explosent tout autour de nous. Rodriguez a crié « Doc, le costaud est blessé ». Je me souviens qu'un des verres de ses lunettes était tombé et l'autre était fêlé et je lui ai fait du bouche à bouche et... Il est juste resté là, mort. Dans la jungle, les hélicoptères décident de la vie ou de la mort. Rocky Darger pilote une mission de sauvetage risquée sous de violents tirs près de la base. À 50 ou 100 mètres, on voyait toutes ces lumières clignotantes à la lisière des arbres qui nous tiraient dessus, et il y en avait beaucoup. J'ai été surpris que n'importe qui avec un fusil aurait pu nous tuer alors qu'on était assis dans ce cockpit en verre avec les membres d'équipage à l'arrière protégés seulement par de fines plaques d'aluminium. Pourtant, on a réussi à faire sortir tout le monde sans blesser. Quand les avions ne peuvent pas atterrir, les hélicoptères comblent largement le vide en apportant les fournitures nécessaires, surtout pour les médecins infatigables. Tu t'occupes des blessés et tes mains sont pleines de sang. Tu les essuies simplement sur ton pantalon et après des jours, des semaines à porter les mêmes vêtements, ton pantalon devient rigide à cause du sang. Atterrir en toute sécurité dans une zone d'atterrissage sous le feu des mitrailleurs ennemis devenait un vrai tour de force de timing pour les pilotes d'hélicoptères. La seule responsabilité du copilote quand on touchait le sol était d'appuyer sur le chronomètre du tableau de bord et à 20 secondes, il commençait à augmenter la puissance et il fallait qu'on soit parti. En 30 secondes, il y aurait des tirs de mortier, des obus dans la zone. On a eu 29 morts confirmés avant de sortir. Ils se précipitaient vers l'hélicoptère, donc c'était vraiment une journée difficile au boulot. En arrivant, j'ai sorti mon carnet de patrouille de ma poche, l'ai ouvert, et un éclat d'obus l'avait traversé jusqu'à la dernière page. Et je me suis dit, oh mince, ça c'était l'un des moments les plus effrayants face à la mort. À la fin du mois de mars 1968, il n'y a pas eu d'invasion de Khe Sanh. Comme Morland l'apprend de ses officiers du renseignement, les troupes ennemies se retirent enfin des montagnes, probablement pour de bonnes raisons. L'armée de l'air affirme que ces frappes de B-52 ont tué des milliers de soldats nord-vietnamiens. Le Nord-Vietnam ne peut pas prendre la base ni s'en servir comme rampe vers le Sud-Vietnam. S'entendant proche de la victoire, Westmoreland met fin au siège et libère la base à grande échelle avec l'opération Pégase, nommée d'après le cheval ailé de la mythologie. La force de secours regroupe la 1re division de cavalerie aérienne avec ses 400 hélicoptères, le 1er et le 26e régiment de Marines, ainsi que 2 unités vietnamiennes, soit 30 000 soldats au total. La route 9 rouvre après près de 3 mois, et le 6 avril 1968, les marines de Khe Sanh et la 1re cavalerie aérienne se retrouvent hors de son périmètre. Westmoreland annonce la levée du siège de Khe Sanh après 77 jours. En réalité, les combats continuent. Le sergent Joseph Ballardo, artilleur de l'armée, relate sa réaction quand une unité de chars tombe dans une embuscade 2 mois plus tard, en juin. Cela nous a vraiment abattus. Nous avions déjà vu beaucoup de morts et c'était la cerise sur le gâteau. C'était comme ça. C'était une grande difficulté pour nous. Je ne sais pas comment. Nous sommes tous devenus fous voulant participer à leur chasse. Quittons la base et allons chasser. Je savais que c'était un rêve impossible, mais ça ne pouvait pas arriver. Sur ordre de Westmoreland, ceux qui restent dans la garnison la démolissent, la détruisent comme si rien ne s'était jamais passé sur la base ou dans leur vie. Comme l'a dit un soldat, ils détruisent nos cachettes. Tout ce qu'on pouvait détruire, enterrer ou faire exploser, nous le faisions. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on fait exploser nos propres bunkers, ceux dans lesquels on doit se réfugier. Ils enterrent plus de 800 bunkers. Ils enlèvent plus de 5 km de barbelés. Ils enlèvent les plaques d'acier improvisées de la piste.
ils font exploser les carcasses calcinées des avions abattus. Rien ne doit rester sauf la terre rouge persistante chaque jour. Alors que les charrues sont le labour dans cette terre ancienne, les derniers marines et soldats de l'armée trouvent leur position presque sans défense face aux bombardements sporadiques et persistants, mais ils tiennent bon. Je dirais que les hommes sont restés assez constants pendant tout le siège, tout au long du siège. Ils étaient encore pleins d'énergie, couraient plus vite, conduisaient plus vite. Ils n'ont jamais perdu leur humanité, leurs soucis les uns des autres, leur humour, leur plaisanterie. Ils étaient en contact avec leur peur, leur rire, avec la mort, avec la vie. Beaucoup de gars gérèrent les choses différemment, mais tu voulais faire partie d'une équipe, tu voulais faire partie d'un peloton, et la seule façon d'y parvenir, c'était d'être fidèle, tout simplement, envers le gars à côté de toi, et c'était la chose la plus importante pour nous. Les hommes restés derrière se sentent de plus en plus seuls, à mesure que la base se vide. Certains trouvent les bombardements difficiles à supporter. Je pense que c'était à cause des tirs d'artillerie. Je n'étais pas habitué à autant de projectiles entrants. Les obus de canon me mettaient à la rude épreuve et je commençais à perdre la notion du temps, tout comme les autres personnes. Alors que la base ferme, les derniers anciens sont contrariés pour d'autres raisons. Pendant les longs mois du siège, ils avaient en vue près de 200 morts et des milliers de blessés. Je me sentais vraiment frustré à l'époque en pensant au nombre de personnes tuées à Khe-Sanh ou à cause de Khe-Sanh, et puis tout à coup on l'abandonne. Pourquoi était-ce si important il y a 2 mois et demi, et pourquoi ça ne l'est plus maintenant? Nous avions enduré tout cela, toutes les pertes qui s'étaient accumulées pendant 77 jours et plus, et tout ça pour rien, vous savez, nous l'abandonnions complètement. J'avais du mal à comprendre ça, je ne comprends toujours pas vraiment. Pour ces jeunes hommes, il est temps d'aller de l'avant. Nous voulions sortir de là. Il était temps de sortir de cette situation. Je me souviens être parti les yeux baissés. Quel gâchis. Je suis arrivé par avion et je suis reparti par la route. Quand tu sortais, c'était la dévastation. Depuis les portes sud, sur des kilomètres le long de la route, il n'y avait presque plus rien de vert. Nous avons pris un hélicoptère cargo-hélicoptère, 53. Nous avons légèrement monté en spirale dans le ciel pour éviter tout problème. Mitrailleuses et tout canon antiaérien restant dans la zone. Et toute la campagne environnante était complètement dépourvue d'arbres. Tout était criblé de cratères de bombes. Je me suis retourné et j'ai dit « Mon Dieu, regarde ce qu'on a fait à cette région. On l'a prise, mais magnifique, magnifique. Région et on l'a transformée en lune. Il n'y avait plus que des cratères. » Le sergent Joseph Bellardo quitte la base à la mi-juillet à bord du dernier half-track. Lui et ses hommes jettent un dernier regard sur la garnison désolée. Tout le monde s'est arrêté 1 minute et on aurait dit que la guerre s'était arrêtée. Il n'y avait aucun bruit, rien du tout. Pas d'oiseaux qui volaient, ni d'insectes. C'était très calme pendant cette minute. Et ainsi, ils ont quitté Khe-Sanh. Nous revenons bientôt avec l'héritage de Khe-Sanh. Pendant 77 jours, les marines à Khe-Sanh ont attendu en vain la bataille décisive. Pendant ce temps, la guerre autour d'eux prenait des tournants dramatiques. L'offensive du Tet s'est terminée, mais elle a entraîné l'année la plus sanglante de la guerre, où plus d'Américains ont été tués au combat qu'à tout autre moment. À la fin du mois de mars 1968, accablé par l'offensive du Tet et les protestations dans le pays, le président Lyndon Johnson surprend le pays en annonçant qu'il ne se représentera pas. Je ne chercherai pas. Et je n'accepterai pas la nomination de mon parti pour un nouveau mandat en tant que votre président. Lorsque Khe-Sanh est abandonné, le général William Westmoreland est également parti pour Washington, où il devient chef d'état-major de l'armée. Le bilan officiel de Khe-Sanh fait état de 199 Américains tués et de 830 grièvement blessés.
Mais les chiffres officiels ne racontent pas toute l'histoire de Khe Sanh. Les estimations américaines des pertes ennemies s'élèvent à 15 000 morts. La plupart résultent du déluge constant de frappes de B-52 sur les communistes. Le nombre précis de Nord-Vietnamiens tués restera inconnu, Hanoï refusant de publier ces données. À la fin, les États-Unis ont proclamé la victoire à Khe Sanh. 6 000 Américains ont résisté 77 jours face à l'armée nord-vietnamienne. Le général Westmoreland a prévalu. Sa stratégie de blocage à Khe Sanh a empêché l'infiltration massive de soldats nord-vietnamiens au sud-Vietnam. Pour le capitaine Bill Dabney, commandant des Marines sur la colline 881 Sud, le siège témoignait et rendait hommage à l'esprit humain. Il l'a vu dans le quotidien, la routine de tous les jours de jeunes hommes survivant vaillamment sous des épreuves terribles. C'est dans le quotidien que résidait l'héroïsme. Vous savez, le gamin qui prenait son fusil et sortait la nuit devant les lignes, sur les postes d'écoute, et restait là, vigilant jusqu'au matin. Les brancardiers, les gamins qui veillaient, vous savez, se portaient volontaires pour prendre une civière et courir dans cette zone dangereuse en espérant s'en sortir. Il n'y avait rien que vous puissiez faire qui ne mettait pas votre vie en danger. Vous vous leviez dans la tranchée. Il fallait se lever dans la tranchée pour son devoir. Les journaux quotidiens, comme je l'ai dit. En juillet 1968, la base de Khe Sanh a été abandonnée. Mais au cours des 4 années suivantes, les forces américaines l'ont occupé puis abandonné à nouveau, encore et encore, comme si ce poste isolé possédait une importance mythique. Je suis Jack Smith, bonne nuit.